Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous regarder à travers Canal Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission Opinion Libre. Opinion Libre qui est une vitrine qui vous est donnée par CCTV justement, afin que vous puissiez parler, communiquer autrement, mais surtout communiquer au grand public, afin que tout le monde sache de quoi vous êtes capable et à quel point vous êtes capable de contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour ce numéro de l'émission, nous allons parler de la science. Nous parlons science, vous le savez, l'Afrique, mais également l'histoire de l'humanité tout entière. Nous venons tous de très loin, mais particulièrement pour ce soir, nous allons plus parler de l'histoire de l'Afrique et de son émergence. Comment est-ce que l'Afrique a pu se développer, en tout cas tout au long de son existence? Nous allons parler de l'Afrique antique, mais également de l'Afrique actuelle, et de quelles sont les perspectives justement que nous allons, qui sont en tout cas émises justement pour le développement de l'Afrique tout entière. Nous en parlons dans cette émission, mais justement à travers le livre, ce grand livre écrit par un grand scientifique. Vous pouvez également le voir, ce livre, c'est le livre intitulé Afrique de la mémoire et politique des documentaires d'Djibouti Nation. En tout cas, ce grand livre est écrit par le professeur Bob Bobutaka Bateko, qui est professeur à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa, mais également professeur à l'Université de Kinshasa. Non seulement ici à Kinshasa, mais il est également professeur dans plusieurs universités à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays. Il est théoricien et expert international et recherche africain. Monsieur le professeur Bob, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors justement, parce qu'ils sont nombreux, en tout cas, qui sont en train de nous regarder à travers Canal Congo Télévision, et, nous pouvons également d'abord vous dire merci justement pour cette richesse que vous venez encore une fois de plus mettre à la disposition de milliers de Congolais, mais également des Africains, je peux dire bref, du monde entier. Justement, ce grand livre que vous avez intitulé Afrique de la mémoire et politique documentaire d'Djibouti Nation. Je pense que nous allons y revenir, mais justement, avant d'aller plus loin, vous le savez, la RDC traverse un moment particulier, très difficile, justement, un moment de l'agression de notre pays par le Rwanda. Vous qui vous intéressez beaucoup plus à l'histoire, est-ce que, du point de vue historique, la RDC a-t-il eu un passé, un précédent fâcheux contre le Rwanda? Je dirais que la question d'abord est pertinente, mais je crois que le peuple congolais est un peuple hospitalier, pacifique, même s'il y a des problèmes, il essaie toujours de les résoudre en mettant en exergue cette hospitalité, son hospitalité légendaire. Tout ce que je sais, déjà pendant la Première Guerre mondiale, les forces publiques ont participé à la libération du Rwanda. On peut aller même très loin, à citer même l'Éthiopie. On avait libéré le Rwanda quand il y avait ce conflit-là. Mais depuis les années 90, vers la fin, on a constaté effectivement qu'il y a un nouvel esprit au niveau de ces pays-là qui cherche à créer des problèmes à la RDC. Comment on peut expliquer que nous avons beaucoup de pays amis frontaliers, mais c'est seulement dans cette zone-là qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Je déplore, puisque en fait, ce sont les paisibles peuples, paisibles citoyens des deux pays qui en pâtissent, et pourtant, ils vivent ensemble depuis longtemps. Il faudrait que les politiques nous aident à voir les options pour le vrai développement. L'Afrique n'a pas besoin de guerres inutiles où on s'entretue pour des raisons qu'on n'arrive pas à comprendre, à cerner avec objectivité. Alors justement, professeur, parce que en tout cas, je vois, vous en parlez avec beaucoup d'amertume. Est-ce que aujourd'hui,
à l'allure où vont les choses, vous pensez que ça sera très très simple également pour que la RDC vive encore mieux avec le Rwanda dans l'avenir? Parce que vous venez de dire, la RDC a eu à sauver le Rwanda à un moment donné de l'histoire, et lui porter main forte, mais aujourd'hui c'est le même pays qui se retourne contre nous. Bon, je dirais que là où il y a des gens, même s'ils passent des moments difficiles, à un certain moment, on peut toujours donner un peu un autre élan pour qu'il y ait plus la paix. La preuve en est que quand le président Tshisekedi a commencé son mandat, il a prôné effectivement cette politique de bon voisinage. Nous avons vu à plusieurs reprises ici le président Kagame à Kinshasa. Donc on croyait que l'époque là de tension était déjà dans les oubliettes. Mais malheureusement, on revient sur ça. Mais on estime que il faudrait qu'on réfléchisse autrement. Ça ne sert absolument rien. Il faudrait qu'on réfléchisse ensemble pour que nous arrivions à faire avancer l'Afrique. Moi, je ne peux pas comprendre que le Rwanda, qui a sa fille comme présidente, je crois, qui préside la francophonie, oui. Et que la francophonie prône la paix, et qui est tout ça. Donc quelque part, je dis que c'est difficilement explicable. Alors, difficilement explicable, revenons justement, professeur, justement pour parler de cet ouvrage, grand ouvrage que vous avez eu à écrire. Je rappelle que ce livre contient 633 pages, mais également subdivisé en 9 chapitres. Entre ces costauds. Monsieur le professeur, pourquoi avez-vous d'abord baptisé ce livre? Vous avez eu à l'intituler Afrique de la mémoire et politique de documentaire d'Djibouti Nation. Pourquoi vous l'avez ainsi intitulé? Ok, merci. Premièrement, je voulais participer, comme les autres collègues l'ont fait, surtout que vers les années 60, sous l'égide de l'UNESCO, il y avait toute une série de l'histoire de l'Afrique. Oui. Alors on a dit, bon, c'est vrai, les aînés ont fait, mais on ne peut pas s'arrêter là-bas. Et on s'est dit, bon, si on pouvait essayer un peu emboîter les pas à nos aînés scientifiques pour essayer un peu de participer à la construction de la mémoire de l'Afrique. En fait, j'ai voulu réfléchir un peu sur les origines de l'homme noir. Et j'ai essayé d'aborder la civilisation pharaonique, puisque personnellement, je soutiens la position émise par Cheikh Anta Diop et soutenue par un de ses grands collaborateurs, à l'occurrence le professeur Théophile Obenga, sur le caractère nègre, de noir de la civilisation égyptienne. C'est vrai que c'est un débat, mais moi je suis dans cette option-là, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'éléments que nous avons réunis qui prouvent qu'effectivement la civilisation pharaonique avait un soubassement nègre. Je prends par exemple, j'ai eu une fois à mener une petite enquête auprès des collègues professeurs dans un établissement. Je demandais à quiconque, professeur, si on a déjà réuni ses enfants une soirée, une nuit, pour parler un peu des vrais problèmes de la famille. Par exemple, les origines, ainsi de suite. Mais tout le monde m'avait dit qu'on n'a jamais fait cela. Et c'est ça effectivement ce qui a détruit la civilisation pharaonique. Puisque la civilisation pharaonique, la communication, c'était pas quelque chose de père en fils, mais c'était une communication orientée vers les initiés. Donc votre papa... une catégorie de personnes. Exactement. Votre papa, vous pouvez avoir les connaissances sur un domaine, mais ce n'est pas pourtant qu'il était habilité à partager avec vous. Donc c'est ça un peu cette dimension
qui se reflète aujourd'hui. Donc je présente ces nouveaux... Et vous pensez que c'était une bonne méthodologie de communication ou pas? Apprécier la quintessence en termes de positivité ou de la négation, ça c'est par rapport à nous, mais ils avaient les raisons pourquoi ils avaient fait cela. Bon, on peut dire que c'est ça un peu la partie, c'est ça un peu la faiblesse, d'autant plus que de cette civilisation pharaonique, d'autant plus que quand les Grecs sont arrivés, et ils avaient une autre vision de la communication qui émanait de l'école péripatéticienne, c'est-à-dire qu'on devait parler en public, et c'est là où, effectivement, est née la rhétorique et la communication des masses. Donc, nous, ce n'était pas la communication des masses, mais les Grecs, c'était la communication des masses. Là, c'est dans l'Afrique ancienne. Exactement. Donc, on peut dire que c'est la faiblesse, mais moi, j'ai dit que faiblesse, bon, je ne pense pas, mais c'était une manière de protéger nos valeurs, nos richesses ancestrales. Alors, professeur, restons encore au niveau du titre de votre livre. J'ai vu là, en bas, vous avez souligné Djibouti, nation. Pourquoi vous avez mis de l'emphase sur cette nation? Oui, j'ai été invité pour participer à la création et à l'installation de la Bibliothèque nationale et des archives nationales de la République de Djibouti. Nous avons été invités par le président Guelleh, au travers notamment de son gouvernement. On était plusieurs Africains, dont je crois 4. Nous sommes allés là-bas et l'entreprise était vraiment fructueuse. Et aujourd'hui, où on parle, ces pays qu'on qualifie de petits pays, mais qui a la vision, notamment en termes de sa mémoire, sa bibliothèque nationale et son service d'archives nationales occupent l'édifice comme notre palais du peuple. Actuellement. Actuellement. Donc, cette République de Djibouti a eu à investir réellement dans... Exactement. C'est d'ailleurs parmi l'exception des pays francophones. Si je dois comparer avec l'état de nos services d'archives, c'est dans les bâtiments de services d'archives de notre pays, ou la Bibliothèque nationale, je me dis en tout cas, nous devons réfléchir froidement pour effectivement qu'on mette en place une structure, une architecture qui doit refléter la grandeur mémorielle de notre pays. Alors vous pensez que c'est quoi, comment, pourquoi est-ce qu'eux sont parvenus à pouvoir réaliser un développement pareil, justement parce qu'ils aiment bien la lecture, ils aiment bien se documenter ou quoi? C'est quoi le facteur favorisant? Bon, je dois... je crois comprendre que le président Guelleh aime la culture. Puisque j'ai été surpris d'apprendre, et j'ai vécu ça d'ailleurs, puisqu'on avait donné l'occasion de parler avant lui, dans un discours solennel. Il organise lui-même la Journée internationale du livre et des droits d'auteur. Même le président de la République. Il est là. Il accorde d'abord de l'importance à la lecture et à l'écriture. Il invite les Djiboutiens à savoir écrire et à lire, puisqu'il dit c'est ça le gage du vrai développement et de la vraie identité des Djiboutiens. Alors, professeur, je disais le livre subdivisé en 9 chapitres, mais également beaucoup de sous-chapitres à l'intérieur. Alors, je me dis, nous pouvons commencer par vous parler dans un premier chapitre des éléments d'information sur l'Afrique ancienne. Justement, pourquoi vous avez pensé et voulu d'ailleurs commencer par donner les informations sur l'Afrique ancienne? Quelles sont les grandes informations que vous avez utilisées dans ce livre? Oui, en fait, là, comme j'ai dit, en fait, c'est les informations sur la civilisation pharaonique. Et là, j'ai réussi à modéliser un schéma de communication. Bon, c'est vrai que, comme communicologue, comme spécialiste des cycles, il y a plusieurs schémas qui sont récents. Et dans ma thèse, j'avais démontré que les schémas les plus anciens, c'était les schémas d'Aristote. Mais après, j'ai conçu ce schéma qui est ancien en termes d'éléments constitutifs. Donc c'est le schéma qui est sous mes yeux. Je suis en train de le regarder déjà à partir d'ici. Oui, vous êtes exactement. Oui. Donc ancien
en termes d'éléments constitutifs, puisque je parle de pharaons, mais c'est nouveau puisque c'est parmi les toutes dernières innovations schématiques en matière de cycle. Alors ces schémas-là démontrent qu'en fait, Pharaon vivait dans un contexte de communication expliqué selon les 4 strates suivantes. La première strate, c'était la communication divine. Nous avons appris que Pharaon communiquait avec les dieux, notamment Isis, Osiris, Thoth et consorts. Donc c'est parmi la première strate de communication entre Pharaon et les dieux, que j'appelle la communication divine. La deuxième strate, c'est la communication de Pharaon avec les prêtres. Les prêtres, c'était les garants de l'intelligence, les garants des phénomènes mystiques de la société. Et en passant, Moïse était aussi parmi les prêtres à l'époque de Pharaon. Et troisième strate, c'est la communication hiéroglyphique. C'est tout simplement là où c'était la mémoire, puisque c'était l'écriture avec sa dimension mystique. C'est ça la communication hiéroglyphique. Donc Pharaon exploitait aussi cette communication, notamment à travers les écrits, l'écriture que nous voyons, à travers les pyramides, à l'intérieur des pyramides, j'allais dire. Et la dernière strate, c'est la communication initiatique. C'est là un peu, on peut comparer cette strate à l'université, puis c'est là où on formait les gens, et c'est là où effectivement les Grecs ont appris, notamment comment faire la géométrie, comment faire la cosmologie, et c'était les bribes, mais ces bribes-là ont fait de la Grèce les remparts de la civilisation occidentale. Alors justement, prof, parce que vous venez de parler de ce schéma de communication pharaonique, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore important justement pour que nous puissions établir, nous en tant que Congolais de la RDC, de pouvoir établir notre système de communication propre à la RDC, de la manière où Pharaon avait eu à établir justement? Mais effectivement, ça s'est fait, puisque nos autorités, pour ne pas dire par exemple le président de la République, vous voyez, il avait par exemple organisé des rencontres de prières. Donc ça entre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il cherche à entrer en communication avec les divinités, pour ne pas dire la divinité. Et il y a aussi la communication avec les prêtres, parce que de temps en temps il est avec les hommes de Dieu, et il échange avec eux. Il y a la communication hiéroglyphique, bon, si ce n'est pas vraiment, on ne met pas beaucoup d'emphase, comme on dirait en anglais, mais du moins, on essaie un peu de mettre un peu en exergue la dimension scriptuelle. Et la communication initiatique, c'est de temps en temps, surtout que quand il construit un corpus autour un corpus narratif autour de LMD, où il doit inciter les Congolais intellectuels à la recherche, à l'enseignement innovant. Donc je crois que quelque part, le schéma ici peut être d'opération même dans l'Afrique, sinon le Congo contemporain. Alors justement, mesdames et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, vous êtes bel et bien sur Canal Congo Télévision, exactement dans votre émission Opinion Libre, où nous sommes en train de recevoir monsieur le professeur Bob Boutaka. Il est professeur à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa, mais également professeur à l'Université de Kinshasa. Il est en tout cas aujourd'hui à son 21e livre, en tout cas, où il a eu à publier déjà, vous pouvez vous en rendre compte. Donc c'est un grand chercheur africain, et aujourd'hui nous sommes en train de parler de ce livre, un grand livre d'ailleurs, que vous pouvez regarder, qui est intitulé Afrique de la mémoire, politique et documentaire Djibouti Nation. Nous sommes en train de parler avec monsieur le professeur justement par rapport au système de la communication, comment ça se faisait dans l'Afrique ancienne, et aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons actualiser et orienter notre système de communication en tant que nation justement par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le professeur, en ce qui concerne dans le deuxième chapitre de ce grand livre, vous l'avez intitulé Les autres considérations relatives à l'histoire ancienne de l'Afrique. Quels sont les autres éléments
que vous avez eu à ajouter, supplier justement par rapport à cette histoire de l'Afrique ancienne. Oui, merci, monsieur le journaliste. Là, j'ai essayé un peu de parler de l'os de Shango. Oui. L'os de Shango, malheureusement, il n'y a pas vraiment assez d'ancrage en termes de visibilité pour les Congolais. Pourtant, ça c'est une richesse extraordinaire qui démontre que la RDC, c'était à l'époque l'espace d'intelligence extraordinaire, puisque on a découvert l'Est du Shango 20 000 ans avant Jésus-Christ. 20 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, moi qui suis bibliologue, j'ai une matière pour dire que, mais en fait, quand on parle de l'invention de l'écriture, 3600 ans avant Jésus-Christ, les hiéroglyphes, mais je me dis, mais l'os de Shango, c'était aussi déjà l'écriture. C'est vrai que c'était l'écriture mathématique, mais c'est bien une forme de l'écriture. Mais ça, c'est un débat que je reviens souvent avec les étudiants, avec les collègues, et surtout dans mes publications. Mais ce qui est important, on devait mettre beaucoup d'accent, puisque ça constitue l'élément culturel parmi les plus importants. Os de Shango, ce sont parmi les vestiges les plus anciens de mathématiques. Alors justement, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas fait l'écho? On n'a pas pu beaucoup vulgariser cette grande découverte. Qu'est-ce qui a fait? C'est peut-être les historiens ont oublié, ou bien il n'y a pas eu quand même une bonne sensibilisation par rapport à ça? Non, mais nous, on fournit l'effort pour informer l'autorité. À travers les écrits, il y a les collègues historiens. Moi-même, je suis archiviste, archivologue, pour ne pas dire mémoirologue. Donc, on essaie un peu d'expliquer aux autorités. Mais c'est à ce niveau-là de prendre la relève et de donner un peu les punch pour que l'histoire, tout ça, puisque Os de Shango, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous pouvez y aller dans des termes beaucoup simples, l'os de Shango, c'est quoi? Où est-ce qu'on a retrouvé cet os? Alors comment est-ce que ça se présente? Parce que je voudrais que ça sorte de vous justement, parce que j'ai sous mes yeux ce livre justement. Et si vous parlez que c'est juste non loin de l'Ouganda, en République démocratique du Congo, je dirais vers la frontière Ouganda et République démocratique du Congo. Ok, c'est vers Ishango, oui, qui se trouve vers le nord Kivu, oui, précisément vers la rivière Simeleki, oui, qu'on a trouvé ces vestiges-là. Je dis bien 20 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est Homo sapiens. Sapiens a commencé des 100 ans. Non, qu'est-ce que je dis? Des 100 000 ans avant Jésus-Christ. Mais on a trouvé ces vestiges-là qui datent de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était vraiment l'expression de l'intelligence de Homo sapiens sapiens. Donc l'homme intelligent. On a trouvé cela, et quand récemment j'étais au Sénégal, j'ai été invité pour participer à un forum international. On nous a visité le musée de la civilisation noire. Et c'est là où j'ai vu comment est-ce qu'ils ont mis beaucoup d'images sur l'os de Shango. Ils ont même fait l'herméneutique, j'allais dire l'interprétation émanant de ces structures documentaires, Os de Shango. Donc, je suis vraiment content que vous ayez pu exploiter ces volets. Il faudrait que les Congolais se réveillent. Alors justement, parce que vous parlez également de cette os, justement, en Afrique, ici chez nous, République démocratique du Congo, on n'a pas eu à beaucoup en parler, mais vous dites, j'ai vu ici, vous avez également relevé, situé, parlé du fleuve Nil également, qui tire ses origines déjà à partir de l'Ouganda. Vous dites que c'est un grand bassin ici à l'intérieur du livre. Vous pensez que l'Afrique partage les mêmes valeurs? Toute l'Afrique, quel que soit des pays aujourd'hui tels que ça a été partagé au niveau de Berlin, vous pensez que entre l'Afrique reste une indivisible? Bon, puisque vous avez parlé de la conférence de Berlin, c'est vrai,
les gens ont tendance vraiment de négativer la colonisation. Mais moi, j'ai une autre perception de la colonisation. Oui. Moi, je dis la colonisation, c'est un beau prétexte qui a permis à l'Africain et à l'Afrique de se réveiller de l'hibernation, de leur hibernation depuis la fin de la civilisation pharaonique. C'est juste après les deux guerres mondiales que l'Africain, enfin, du moins, on peut commencer avant la Première Guerre mondiale, que l'Africain a été utilisé par l'homme blanc comme un outil pour combattre en sa faveur. Et ce n'est qu'après, l'homme blanc dit, bon, on peut lui donner l'opportunité d'apprendre. Et c'est quand l'Africain a commencé à apprendre, il s'est rendu compte que, mais en fait, l'Afrique, c'était son histoire, que lui l'avait oublié. Donc l'Africain a repris sa conscience. Exactement. De la colonisation a permis la résurrection de l'Africain. Donc, je ne pense pas que la colonisation soit vraiment une œuvre totalement négative. De toute façon, étant aussi théoricien en management, je ne connais pas une entreprise qui soit 100% positive. Même chez nous, dans nos foyers, des fois, il y a des ratés, des fois tout ça. Donc la colonisation... Je ne pense pas que vous voulez dire aux Congolais aussi que comme il y a eu un peu de ratés et tout ça, on peut tolérer également ce que la RDC a connu en son temps avec la colonisation et tout ça. Les méfaits dont aujourd'hui on est en train d'en parler, tout le monde en parle. Oui, mais je veux dire quelque chose par exemple. Vous savez, on parle des mal de Léopold II. C'est vrai. Mais c'est lui qui a tracé les frontières de la RDC. Aujourd'hui, si on parle d'un État, d'une nation, ça c'est Léopold II. Donc, si aujourd'hui on a peur que notre pays soit balkanisé, on protège quoi? L'œuvre de Léopold II. Ben, est-ce que vraiment Léopold II est mauvais? Non, c'est question qu'il faudrait qu'il y ait un autre discours. Et j'aime surtout ce que notre ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, dit. La RDC, pour sa visibilité, il a besoin d'un nouveau narratif. Ok? Il faudrait qu'on parle l'histoire autrement. Ne soyons pas seulement pessimistes, puisque beaucoup de pays ont été colonisés. Alors justement, professeur, parce que nous sommes en train de chuter déjà avec ce numéro de l'émission, le livre voluminé, mais je pense que nous allons encore y revenir pour pouvoir en creuser davantage, parce que c'est déjà vraiment une richesse ici. Alors je me dis, nous avons parlé de l'Afrique ancienne, Afrique contemporaine. Vous pensez qu'il y a eu une évolution justement par rapport à tout ce que vous nous avez donné comme élément d'information sur la civilisation? Oui, bon, il y a évolution. D'abord la prise en charge. Oui. Le fait que les Africains savent que la civilisation pharaonique, c'est leur œuvre. Donc, on commence à réfléchir ensemble. Et je crois que c'est déjà un pas. Alors, au fur et à mesure, on va continuer à fouiner, à faire des recherches. Alors, justement, pour pouvoir terminer, monsieur le professeur, en tout cas, dans quelques jours, nous allons assister, la RDC va assister au retour de reliques de l'ancien premier ministre de la RDC, et surtout avec beaucoup d'autres masques qui ont été déportés jusqu'en Belgique. Vous pensez que c'est une bonne chose et que ça pourrait également contribuer à tout ce dont nous avions besoin? Oui, c'est quelque chose de bien puisque on a quand même, on a besoin de revoir quand même notre héros national, même à travers ces reliques. Donc personnellement, je suis content. Mais en ce qui concerne les œuvres muséales, moi, comme scientifique, j'émets quand même certains doutes. Certains doutes, pourquoi? Il ne faudrait pas seulement voir, par exemple, le masque Chokwe dans sa dimension d'œuvre artistique. Mais il y a la dimension de la métaphysique. Il a fallu qu'il y ait une traçabilité, puisque c'est vrai, on peut amener ça ici à Kinshasa, on met dans les musées au niveau du Palais du Peuple, mais est-ce que l'esprit est vraiment dans son milieu naturel? Donc vous voulez nous dire que chaque masque a son esprit. Effectivement. Tel que c'était déporté. Si c'est par exemple le masque Luba, il faudrait qu'il y ait la traçabilité pour qu'on remette ça là où ça a été. Puisqu'il y a d'ailleurs j'ai créé un concept de spirothèque, c'est-à-dire que bon, le magasin où il y a les esprits, mais on pourra revenir, mais l'action elle est bonne. Ben, il faudrait voir comment effectivement rafistoler pour que réellement ces masques reviennent et soit vraiment la propriété des descendants.
Merci beaucoup, monsieur le professeur Bob. Nous sommes très contents de votre passage ici chez nous à Canal Congo Télévision. C'est vrai que nous avons eu à faire juste la première partie de ce grand livre qui contient en tout cas 633 pages, mais également subdivisé en 9 chapitres. Le livre s'intitule Afrique de la mémoire et politique documentaire de Djibouti Nation. Vous pouvez également chercher ce livre et vous allez vous en procurer facilement. Je pense sur Amazon. Sur l'Amazon, en tout cas, il y a possibilité de pouvoir trouver ce livre. Je dis merci à nos amis qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Nous disons merci à notre ami Olivier Lungongo qui était derrière les caméras, mais également merci à Bruno Nzinga et Dieu merci Kifu qui était à la réalisation de cette émission. Également merci à vous. Vous pouvez continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité, également avec un autre sujet. Ciao.